Comment vos fiançailles ont-elles pu ruiner votre vie? Tu dois rompre tout de suite. C'est moi l'aînée, c'est à moi de me marier la première, m'a lancé ma sœur en attrapant ma main pour zioter ma bague. Annule tout ou je ferai en sorte que ton mariage n'ait jamais lieu. J'ai explosé de rire sans m'en rendre compte. Ça faisait 6 ans que j'étais avec Risen, alors qu'elle connaissait à peine son copain depuis 3 mois. Je ne vais pas annuler mon mariage simplement parce que tu imagines qu'il y a un ordre à respecter, lui ai-je répondu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la règle dans les familles, a-t-elle rétorqué en essayant de m'arracher ma bague des doigts. J'ai 28 ans, tu en as 25, tu patientes. C'est absurde, ai-je lâché en retirant ma main. Soit tu repousses ton mariage, soit je fais exploser ton couple, a-t-elle menacé. Même maman est d'accord. C'est humiliant pour moi d'être la grande sœur célibataire à ton mariage. Je suis repartie avec mon fiancé et on a passé la journée à se moquer d'elle, mort de rire, sans imaginer le cauchemar qui nous attendait. 3 semaines plus tard, on reçoit une assignation. Ma sœur nous attaque en justice pour préjudice moral, prétendant que mes fiançailles étaient faites exprès pour l'humilier et ruiner ses chances en amour. Elle a engagé un avocat qui soutenait que le mariage d'une cadette avant l'aînée était source de dommages psychologiques, et elle réclamait une interdiction pour moi de préparer quoi que ce soit avant qu'elle ne soit mariée elle-même. Elle a même traîné son copain au tribunal en essayant de lui arracher une demande en mariage devant le juge, mais il a simplement déclaré qu'ils se fréquentèrent depuis 12 semaines et il est parti. Le juge a balayé l'affaire d'un revers de main, mais ma sœur n'a pas lâché. Elle a contacté toutes les salles de réception de la ville pour dire que je réservais sous de faux prétextes, que c'était elle qui devait se marier la première. Après des mois de harcèlement, elle a débarqué à mon enterrement de vie de jeune fille en robe de mariée, annonçant qu'elle allait se marier le jour même avec un inconnu rencontré la veille sur Internet. Elle avait trouvé quelqu'un sur Le Bon Coin pour jouer le rôle du marié, lui filant 500 € pour une cérémonie bidon dans le jardin de mes parents, le jour de ma fête. Elle a tenté de forcer mes invités à assister à son mariage avant le mien, mais le type a pris l'argent et s'est éclipsé dès qu'il a compris qu'elle n'était pas nette. Elle lui a couru après dans la rue en robe de mariée, en hurlant qu'il lui gâchait la vie, puis elle est revenue avec un vidéoprojecteur pour passer un PowerPoint sur l'ordre de naissance et les statistiques de mariage, sous les yeux de mes demoiselles d'honneur, complètement stupéfaites. La semaine précédant mon mariage, elle s'est introduite dans la salle de réception pour installer ses propres décos par-dessus les miennes, persuadée qu'elle réussirait à se marier là avant moi. Elle traînait une arche gigantesque en fausses fleurs qu'elle avait fabriquée, mais elle était tellement lourde qu'elle n'arrivait pas à la bouger. Elle a essayé de la monter dans l'escalier, mais l'a lâchée, et l'arche a dévalé les marches en l'emportant, elle, en boule de bowling humaine. Elle a dévalé 3 étages, emmêlée dans le tulle et les fausses roses, puis s'est relevée pour recommencer avec une arche encore plus énorme. Cette fois, elle est arrivée jusqu'à la salle de bal, mais a trébuché sur sa boîte de déco, s'est écrasée sur la table du gâteau, puis a roulé jusque dans la fontaine à chocolat qu'elle voulait remplacer par la sienne. Elle s'est relevée couverte de chocolat, a tenté de suspendre sa banderole « Le mariage de Sarah », mais s'est trompée de corde et a décroché toute la tenture du plafond sur elle. Elle était tellement emmêlée dans les tissus qu'elle n'y voyait plus rien et a foncé direct dans la cabine du DJ, s'est électrocutée sur le matériel et a provoqué une coupure générale dans tout le bâtiment. Le choc lui a hérissé les cheveux sur la tête et abîmé le visage au point que la moitié ne répondait plus. « Tu as fait ça à mon visage parce que tu n'as pas su attendre ton tour », m'a-t-elle balancé depuis son lit d'hôpital, les cheveux encore dressés sur la tête et le visage à moitié paralysé. « Je ne me marierai jamais maintenant à cause de toi. Comment ça pourrait être de ma faute alors que je n'étais même pas là ?» ai-je répliqué, mais ma mère m'a serré le bras violemment. « Si le visage de ta sœur est paralysé, c'est parce que tu as refusé de respecter l'ordre des naissances, » a-t-elle dit, pendant que ma sœur tentait de pleurer, sans réussir à fermer les 2 yeux. J'ai fini par me marier ailleurs, mais impossible de sourire sur les photos. Toute ma famille passait la cérémonie à l'hôpital avec ma sœur. Ils ont publié des photos de ses cheveux brûlés et de son visage crispé à côté de celle de mon mariage, en affirmant que je lui avais volé sa chance de trouver l'amour en n'ayant pas su patienter. Du côté de la famille de mon mari, ça murmurait sur le genre de personne qui pouvait pousser sa propre sœur à s'introduire clandestinement dans une salle de réception, et même mes demoiselles d'honneur se sentaient mal de faire la fête pendant que ma sœur souffrait à l'hôpital. Sur la vidéo du mariage, on voit les places vides là où ma famille aurait dû être, et le discours de ma mère, prononcé au téléphone depuis l'hôpital, était une leçon sur ceux qui ne savent pas attendre leur tour. Je n'arrivais pas à croire à quelle vitesse tout avait dégénéré, sans encore imaginer que le pire était à venir. Mon téléphone s'est mis à vibrer sur la table de nuit, 57 appels en absence de ma mère. Dans le message vocal, sa voix tremblait en expliquant que le visage de ma sœur ne retrouverait peut-être jamais son apparence d'origine à cause des dégâts. Elle répétait que je devais venir m'excuser immédiatement à l'hôpital d'avoir gâché la vie de ma sœur en refusant d'attendre mon tour. Je me suis redressée dans le lit et j'ai éclaté en sanglots, sans pouvoir m'arrêter, pendant que Risen me serrait dans ses bras. Impossible de chasser de ma tête l'image de ces sièges vides à notre mariage et la voix glaciale de ma mère répétant qu'il y a des gens qui ne savent pas attendre leur tour. Risen m'a caressé le dos et proposé de partir quelques jours pour souffler, mais je savais déjà que fuir n'y changerait rien. On s'est habillés et on a pris la route vers l'hôpital sans échanger un mot. Je fixais la fenêtre, tentant de me préparer à ce qu'on allait découvrir. Dans sa chambre, ma sœur était allongée, les cheveux en bataille comme si elle avait reçu une décharge. Le côté gauche de son visage tremblait toutes les quelques secondes, son œil se fermait et sa bouche se tordait sans arrêt. Quand on est entré,
Elle a essayé de me crier dessus, mais seule une moitié de sa bouche bougeait, ce qui rendait ses mots totalement incompréhensibles. Ma mère s'est levée d'un bond, nous a suivis jusqu'au parking, et c'est là qu'elle a vu mon bouquet de mariée sur la banquette arrière. Avant même que je réagisse, elle ouvrait la portière, attrapait les fleurs et repartait vers l'hôpital pour les jeter à la poubelle près de l'entrée, en expliquant bruyamment à qui voulait l'entendre que je ne méritais pas de fleurs, alors que ma sœur voyait son visage détruit. Les infirmières à l'accueil nous lancèrent des regards lourds, pendant qu'elle racontait à tout le monde que tout était de ma faute, parce que j'avais osé me marier avant elle, sans respecter l'ordre des naissances. Cette nuit-là, alors que je faisais défiler mon téléphone, je suis tombée sur des photos postées par ma sœur. Son visage tuméfié affiché juste à côté de mes photos de mariage, avec un long message où elle expliquait que je lui avais volé son avenir, tout ça parce que je n'avais pas attendu mon tour pour me marier. En quelques heures, des centaines d'inconnus commentaient, m'insultant, me traitant d'égoïste et de sans-cœur parce que j'avais osé célébrer pendant qu'elle souffrait. Des gens que je n'avais jamais vus m'envoyèrent des messages pour me dire que j'étais un monstre d'avoir mis mon bonheur avant ma famille. Le lendemain, le téléphone de Rison a sonné et j'ai entendu la voix méfiante de ses parents dans le haut-parleur, qui n'arrêtait pas de demander s'il n'y avait pas autre chose derrière cette histoire, s'il y avait une raison pour laquelle ma sœur aurait pu forcer l'entrée d'une salle de mariage. Leur scepticisme poli m'a donné l'impression de perdre encore un peu plus, alors que tout semblait déjà s'écrouler. Le lundi matin, à peine installée à mon bureau, les RH m'ont convoqué. Une plainte anonyme avait été déposée contre moi, affirmant que j'étais mentalement instable et dangereuse pour mes collègues. À l'appui, il y avait des captures d'écran des publications de ma sœur, montrant son visage blessé et m'accusant d'en être responsable. J'ai regagné mon bureau, les mains tremblantes, et j'ai commencé à tout réunir dans un dossier. Chaque publication de ma sœur, chaque message, chaque vocal de ma mère, tout était imprimé, daté. Blair Stone de la compta m'a vu pleurer devant l'imprimante et m'a aidé à rassembler les dates et faire des captures d'écran. Elle est restée avec moi tard pour documenter toute la chronologie du harcèlement, alors que d'autres messages arrivaient encore. Après 2 semaines d'appels, de messages et de publications incessants, Rison m'a finalement convaincu qu'on avait besoin d'aide juridique. Il a trouvé un avocat spécialisé, Winston Poole, et nous a pris rendez-vous. Winston, assis derrière son bureau, m'a écouté sans jamais m'interrompre, passant en revue toute la documentation que Blair m'avait aidé à organiser. Il hochait la tête en lisant. Puis, quand j'ai terminé, il s'est penché en arrière et a dit qu'on avait un dossier solide pour harcèlement. Il a sorti un carnet et commencé à dresser la liste de tout ce qu'il fallait faire immédiatement. Documenter chaque contact de ma famille, sans jamais répondre, changer toutes les serrures de l'appartement, installer des caméras de sécurité autour de l'immeuble pour éviter toute mauvaise surprise. Winston a précisé que, même si les blessures de ma sœur étaient dramatiques, cela ne lui donnait pas le droit de me harceler. L'accident était de sa responsabilité, puisqu'elle avait forcé l'entrée, et nous n'étions en rien responsables de ses choix. L'essentiel, c'était de couper tout contact avec ma famille et de lui confier la gestion de la situation. Il nous a prévenus que ça risquait d'empirer avant de s'apaiser, mais que la loi était de notre côté. Je suis ressortie du cabinet morte de peur, mais soulagée de sentir enfin que quelqu'un comprenait que je n'étais pas coupable. Sur le chemin du retour, le trajet m'a paru interminable. Rison s'arrêtait sans cesse pour que je puisse vérifier mon téléphone, traquant de nouveaux messages. J'ai reçu une notification vocale de ma mère et mon ventre s'est noué avant même d'écouter. Sa voix, glaciale, n'avait plus rien de la mère douce qui me tressait les cheveux et me préparait du chocolat chaud quand j'étais malade. Elle m'a lancé que si je ne faisais pas d'excuses publiques et n'admettais pas que j'aurais dû attendre mon tour pour me marier, elle ferait en sorte que tout le monde sache qui j'étais vraiment. Cette menace n'a cessé de tourner dans ma tête pendant que Rison conduisait et que je regardais défiler les immeubles par la fenêtre. Cette nuit-là, impossible de trouver le sommeil, je vérifiais mon téléphone toutes les 5 minutes, guettant de nouveaux messages ou de nouvelles publications où on me traitait de monstre. Rison m'a trouvée assise par terre, dans la salle de bain, à 3h du matin, en train de faire défiler les derniers posts de ma sœur, où elle affichait ses factures médicales à côté de mes photos de mariage. Il s'est assis à côté de moi, a pris mon téléphone, puis a ouvert son ordinateur portable pour taper je ne sais quoi. Le lendemain matin, il m'a annoncé qu'il avait pris rendez-vous chez une psychologue, Laura Reynolds, pour l'après-midi même. Je n'avais aucune envie d'y aller. Confier mes problèmes familiaux à une inconnue me donnait l'impression de trahir les miens, mais j'étais submergée par la culpabilité et j'avais besoin d'aide. Dans la salle d'attente du cabinet de Laura, avec ses murs gris doux et le bruit des vagues en fond, l'ambiance était presque apaisante. Laura est venue me chercher à l'heure, une femme d'une 50aine d'années, les cheveux gris courts, les lunettes qui lui donnaient des airs de bibliothécaire. Son bureau, simplement aménagé avec 2 fauteuils face à face et des mouchoirs partout, me donnait envie de pleurer rien qu'en m'asseyant. Elle m'a demandé de lui raconter ce qui m'amenait, et j'ai commencé par le début, par ma sœur qui s'emparait de ma bague de fiançailles. J'ai parlé sans m'arrêter pendant 40 minutes, tandis qu'elle griffonnait sur son bloc-notes jaune, hochant la tête sans jamais m'interrompre une seule fois. Quand je me suis tue, elle a posé son stylo et m'a regardé d'un air qui donnait l'impression de lire en moi, comme dans un livre ouvert. Elle m'a expliqué que, depuis toute petite, ma mère m'avait inculqué cette idée que je devais porter le poids des sentiments et du bonheur de ma sœur. Cette histoire de rang de naissance n'était qu'un prétexte supplémentaire pour me contrôler et me faire culpabiliser d'avoir le droit de mener ma propre vie.
Elle m'a dit que je n'étais en rien responsable de ce que ma sœur avait fait ce jour-là, que ses choix lui appartenaient et que je n'avais pas à porter ça sur les épaules. J'ai éclaté en sanglots, incapable de reprendre mon souffle, submergée par la force de ces mots que personne ne m'avait jamais adressés. Laura m'a tendu des mouchoirs et a patienté, le temps que je pleure tout mon soûl sur les sièges vides à mon mariage et sur le discours de ma mère à l'hôpital. Cette histoire d'attendre son tour. Elle m'a aidé à comprendre le mécanisme qui faisait que chacune de mes réussites devenait aussitôt une nouvelle source de culpabilité. Après la séance, je suis restée 20 bonnes minutes dans ma voiture, tremblante, incapable de rentrer chez moi. Ce soir-là, j'ai allumé mon ordinateur et commencé à écrire un message à ma famille pour parler de respect et de limites. 3 pages entières où je leur disais que je les aimais, mais que je ne pouvais plus assumer la responsabilité des souffrances et des choix de ma sœur. Chaque fois que je m'apprêtais à cliquer sur « Envoyer », je revoyais le visage fermé de ma sœur sur son lit d'hôpital. J'ai sauvegardé le message, fermé l'ordinateur, puis je l'ai effacé, récupéré dans la corbeille, sauvegardé de nouveau. Rison m'a trouvé à minuit, planté devant l'écran, et il a simplement refermé le portable sans un mot. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré, un numéro inconnu, mais la voix, elle, ne m'était pas étrangère. C'était Raina Waite, de la salle de réception, qui voulait discuter des dégâts causés par l'effraction de ma sœur, estimés à plus de 10 000 €. Elle m'a décrit les décorations détruites, l'électricité à refaire entièrement, la fontaine à chocolat bonne à remplacer. Puis sa voix s'est adoucie et elle a confié qu'en 15 ans de métier, elle n'avait jamais vu ça. Elle m'a proposé de m'envoyer toutes les vidéos de surveillance et de témoigner si besoin lors d'une procédure. Je l'ai remerciée, raccroché, et j'ai transmis ses coordonnées à Winston pour notre dossier. 2 jours plus tard, ma sœur a relancé une nouvelle campagne sur les réseaux sociaux, cette fois en mentionnant mon employeur et les parents de Rison dans chaque publication. Elle écrivait des pavés expliquant que j'étais une sociopathe qui s'était mariée alors qu'elle, ma sœur, souffrait de séquelles irréversibles au visage. Elle postait des gros plans de ses factures médicales, cumulant des dizaines de milliers d'euros d'hospitalisation, et taguait la page de mon entreprise, accusant mon employeur d'embaucher une personne qui pousserait sa propre famille à se faire du mal par pure méchanceté et égoïsme. Mon téléphone a sonné, appel des ressources humaines, avant même que je n'ai eu le temps d'arriver au bureau ce matin-là. Ma responsable RH avait l'air épuisée quand je suis entrée dans son bureau pour la 2e fois en 2 semaines. Elle m'a montré des captures d'écran imprimées des postes de ma sœur, qu'on lui avait transmises anonymement dans une plainte officielle concernant mon comportement. Elle m'a assuré que l'entreprise me soutenait, mais que la situation prenait une ampleur bien inédite pour un conflit personnel. Elle m'a tendu une brochure sur le programme d'aide aux employés et m'a suggéré de solliciter leur accompagnement psychologique. Quand je suis retournée à mon bureau, 3 nouveaux mails m'attendaient, de collègues nommés dans les messages de ma sœur, inquiets de savoir si j'allais bien. Rison a proposé de tenter une dernière fois d'aplanir les choses avec ma famille, lors d'un appel vidéo ce week-end. Je n'en avais aucune envie, mais j'ai accepté, me disant qu'en se voyant, il comprendrait peut-être à quel point tout cela me détruisait. On a installé l'ordinateur sur la table de la cuisine et attendu que ma mère et ma sœur se connectent. Le visage de ma sœur est apparu, ses cheveux toujours aussi clairsemés et sa joue tressaillant encore plus qu'avant. Ma mère était assise à côté, répétant sans arrêt que « les grandes sœurs se marient d'abord, c'est la tradition ». À chaque fois que ma sœur s'énervait, son visage se crispait davantage et ma mère désignait l'écran, disant que c'était bien la preuve de ce que je lui avais fait. On a essayé d'expliquer que l'accident n'était pas de ma faute, mais elle nous coupait sans cesse, revenant systématiquement à cette histoire d'ordre et de tradition. Au bout de 20 minutes à tourner en rond, Rison a fermé l'ordinateur et nous sommes restés là, silencieux, face à face dans la cuisine. 3 jours plus tard, une grosse enveloppe d'un cabinet d'avocats que je ne connaissais pas est arrivée avec le nom de ma sœur en tant que plaignante. Elle menaçait d'engager une nouvelle procédure, cette fois pour préjudice moral, au motif d'avoir vu mon bonheur sur mes photos de mariage alors qu'elle était défigurée. La lettre exigeait des dommages et intérêts pour sa souffrance, affirmant que le fait d'exposer publiquement ma joie était d'une cruauté inacceptable au vu de ses blessures. Winston m'a appelé moins d'1 heure après que je lui ai envoyé la lettre et m'a dit que tout cela ne tenait pas debout, mais qu'il préparait tout de même notre défense. Il soupirait en expliquant que n'importe qui pouvait menacer de porter plainte, mais que sans fondement solide, rien n'irait jusqu'au tribunal. Cet après-midi-là, Rison et moi sommes allés au commissariat avec tout notre dossier rassemblé le mois précédent. L'agent à l'accueil avait l'air à peine sorti de l'école. Il a haussé les sourcils quand je lui ai exposé notre demande de dépôt de main courante pour harcèlement. Il nous a donné des formulaires à remplir, pris toutes nos preuves, réseaux sociaux, messages menaçants, tout y est passé, et nous a remis un numéro de dossier en précisant que les histoires de famille, c'était toujours compliqué, mais que là, ça allait clairement au-delà d'une simple querelle entre sœurs. On a quitté le commissariat avec notre numéro de dossier en poche et la carte d'un enquêteur spécialisé dans les affaires de harcèlement. 2 jours plus tard, Winston m'a appelé pour m'annoncer que Raina avait transmis tous les documents concernant l'incident survenu à la salle de réception, y compris les images de vidéosurveillance sur lesquelles on voyait ma sœur s'introduire par effraction à 2 heures du matin. Il m'a envoyé la vidéo et j'ai regardé, atterré, ma sœur se débattre avec cette immense arche fleurie, la traînant tant bien que mal dans les escaliers, tout en marmonnant qu'elle était l'aînée.
On la voyait chuter dans les marches, prise au piège dans des fleurs artificielles, puis se relever et recommencer avec une arche encore plus grande qu'elle avait rapportée. Elle avait l'air complètement à côté de ses pompes à trimballer ses énormes décorations, trébuchant sans arrêt sur ses propres affaires et semant la pagaille partout où elle passait. Winston a estimé que c'était la meilleure preuve possible, car la vidéo montrait très clairement l'effraction et tous les dégâts occasionnés. Il l'a ajouté à notre dossier de harcèlement, ainsi que la déclaration écrite de Raina réclamant 10 000 € de réparation. Ce même après-midi, le téléphone de Rison a sonné et le nom de sa mère s'est affiché. Elle parlait d'une voix basse, choisissant chaque mot, expliquant qu'ils avaient besoin de prendre du recul face à tout le drame qui entourait notre mariage. Le visage de Rison s'est décomposé quand elle a précisé qu'ils n'arrivaient plus à gérer le stress provoqué par ma famille pour l'instant. Elle a ajouté qu'ils nous soutenaient, mais qu'ils devaient s'éloigner pour préserver leur sérénité. Quand Rison a raccroché, nous sommes restés assis, silencieux, sur le canapé, comprenant leur position mais nous sentant plus isolés que jamais. Ma sœur parvenait à éloigner tout le monde de nous, si bien que nous passions pour les fauteurs de troubles dans toute cette histoire. 3 jours plus tard, alors que nous partagions un plat à emporter, assis par terre dans le salon, Rison a eu une idée. Organiser un petit dîner avec seulement nos amis les plus proches, ceux qui avaient vraiment eu envie de fêter notre mariage plutôt que de le voir comme une catastrophe. Cela permettrait au moins de garder un bon souvenir de cette période, puisque le jour J avait été gâché par les sièges vides et la culpabilité. J'ai accepté et nous avons choisi un restaurant tranquille en centre-ville, décidant de n'inviter que les 5 amis qu'on avait réellement envie de voir. Nous n'avons rien partagé sur les réseaux, simplement envoyé un message personnalisé à chacun. Le mardi suivant, en rentrant du travail, nous avons trouvé un colis devant la porte. Pas d'expéditeur, pas d'étiquette. À l'intérieur, des morceaux de vieilles photos de famille, brûlés sur les bords, et à chaque fois mon visage était visé. Tout au fond, un mot griffonné de la main tremblante de ma sœur. « Tu m'as volé ma vie, je prendrai la tienne », écrit en boucle. Les mains tremblantes, j'ai appelé Rison, puis j'ai immédiatement composé le 17 comme le policier me l'avait conseillé. 20 minutes plus tard, un agent était là, photographiant tout, récupérant soigneusement les photos brûlées pour les mettre sous scellé. Il avait l'air vraiment préoccupé en lisant le mot, affirmant que cela suffisait largement à demander une ordonnance de protection immédiate contre ma sœur. Il nous a donné un nouveau numéro de dossier et conseillé de garder tout futur colis ou tentative de contact. Il nous a aussi recommandé d'installer des caméras si ce n'était pas déjà fait, et de changer nos habitudes quotidiennes par précaution. Winston a reçu le rapport de police dès le lendemain matin et s'est tout de suite occupé des démarches pour l'ordonnance de protection d'urgence. Il m'a appelé dans l'après-midi pour m'annoncer que l'audience était fixée à la semaine suivante et que je devrais témoigner sur le harcèlement. L'idée de revoir ma sœur au tribunal me rendait malade, mais Winston m'a rassurée. C'était indispensable pour que la situation ne dégénère pas davantage. Il avait déjà rassemblé un dossier solide, les vidéos du lieu, les publications sur les réseaux sociaux et désormais le colis menaçant. Le jeudi, comme d'habitude, j'avais rendez-vous chez Laura, ma psy, et j'ai passé la majeure partie de la séance à pleurer, rongée par la culpabilité alors même que c'était ma sœur qui nous faisait vivre un enfer. Laura m'a aidé à mettre le doigt sur un schéma que je n'avais jamais vu. Ma mère m'avait, depuis l'enfance, conditionnée à céder à toutes les exigences de ma sœur. Chaque anniversaire, chaque fête, chaque réunion de famille, tout tournait autour de l'idée qu'il fallait à tout prix ménager ma sœur pour éviter ses crises. Laura m'a expliqué qu'il ne s'agissait pas de simple rivalité fraternelle, mais bel et bien d'une manipulation émotionnelle encouragée par ma mère pendant des années. Nous avons repassé en mémoire des moments précis où j'avais été punie parce que je n'avais pas laissé ma sœur obtenir ce qu'elle voulait, même quand c'était absurde. À la fin de la séance, j'ai compris que la culpabilité qui m'étouffait m'avait été imposée et que les choix de ma sœur ne relevaient en rien de ma responsabilité. Ce week-end-là, j'ai reçu un mail de ma mère avec, en pièce jointe, un PDF d'une facture d'hôpital de 30 000 $, suite à l'accident de ma sœur à la salle de réception. Dans le message, elle affirmait que c'était à moi de payer, puisque j'étais, selon elle, responsable de toute cette histoire pour avoir refusé d'attendre mon tour pour me marier. Elle a rédigé 3 longs paragraphes pour expliquer qu'une vraie sœur assumerait les conséquences de ce qu'elle avait fait subir à la famille. J'ai aussitôt transféré le mail à Winston, qui a répondu à ma mère dans l'heure en précisant clairement que je n'avais aucune obligation, ni légale ni morale, de régler des frais résultant des blessures que ma sœur s'était infligées en commettant une effraction. Il m'a mise en copie de sa réponse, où il rappelait aussi que tenter d'obtenir de l'argent par la culpabilisation et la pression pouvait être assimilé à du harcèlement. Le lundi matin, Blair m'a montré quelque chose sur son téléphone qui m'a coupé tout appétit. Ma sœur avait créé une page GoFundMe intitulée « Aidez-moi à me reconstruire après que ma sœur a détruit ma vie », avec des photos d'elle, visage fermé, cheveux brûlés. Dans la description, elle affirmait que j'avais égoïstement précipité mon mariage, causant sa défiguration et anéantissant définitivement ses chances de trouver l'amour. Des inconnus faisèrent des dons et laissèrent des commentaires où ils me traitaient d'égoïste, de cruel, de sans cœur, parce que j'osais célébrer pendant que ma sœur souffrait. Une personne avait même donné 500 $ avec un message, disant qu'elle espérait qu'elle trouverait enfin la paix après ce que je lui avais fait. Les commentaires débordèrent de témoignages de personnes racontant leurs propres histoires avec des frères ou sœurs toxiques, et soutenant ma sœur sans savoir ce qu'il s'était réellement passé. À l'heure du déjeuner, la page avait déjà récolté plus de 2 000 $ et circulait sur Internet à toute vitesse,
partagé des centaines de fois. Ce soir-là, je me suis installée à la table de la cuisine avec Ricin et, dans un mélange de soulagement et de tristesse, j'ai pris une décision radicale. J'ai désactivé tous mes comptes sur les réseaux sociaux. En quelques clics, Facebook, Instagram, Twitter, tout a disparu. Je n'en pouvais plus de ces notifications incessantes qui m'angoissaient à chaque vibration du téléphone, entre les publications de ma sœur et les messages de haine d'inconnus. Sans les réseaux, je ne voyais plus les mensonges qu'elle propageait, ni les horreurs écrites à mon sujet. Ricin m'a tenue par la main pendant que je supprimais le dernier compte, et j'ai aussitôt ressenti un poids s'envoler, comme si je m'étais enfin débarrassée de cailloux que je traînais dans mes poches depuis des mois. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré à cause d'un mail mystérieux. En l'ouvrant, j'ai senti mon estomac se nouer. Quelqu'un m'avait transféré toute une série de messages montrant que ma sœur avait contacté tous les prestataires de notre mariage, photographes, traiteurs, fleuristes, même le chauffeur de la limousine, pour leur raconter la même histoire insensée. Ricin et moi aurions fraudé en réservant leur service alors qu'elle était censée se marier la première, selon la tradition familiale et l'ordre de naissance. Elle exigeait qu'ils nous poursuivent pour rupture de contrat et préjudice moral, prétendant que nous avions menti sur notre droit à nous marier avant elle. Le photographe, lui, avait eu la présence d'esprit de lui demander si elle n'aurait pas besoin d'aide psychologique, ce qui l'a poussé à lui envoyer 3 nouveaux messages, le menaçant de salir sa réputation sur les sites d'avis. J'ai tout fait suivre à Winston, qui a tout de suite dit que c'était une preuve parfaite, démontrant le harcèlement de ma sœur, jusque chez des gens qui n'avaient rien à voir dans notre histoire. Cet après-midi-là, Raina m'a appelé pour me proposer de venir à son bureau afin de faire le point sur les dégâts dans la salle de réception. Ricin a pris sa journée pour m'accompagner. Elle avait tout consigné dans un tableau qui m'a donné la nausée rien qu'à le parcourir. 10 000 $ pour l'arche détruite et les décorations que ma sœur avait installées elle-même, 8 000 $ pour réparer les installations électriques après qu'elle ait fait sauter tout le système, 3 000 $ pour le nettoyage professionnel afin d'enlever le chocolat sur les tapis et les murs. Raina nous a montré des photos que je n'avais jamais vues. Des éclaboussures de chocolat sur les murs jusqu'à 6 mètres de haut, des brûlures sur les enceintes, des tentures de plafond arrachées et emmêlées dans les fleurs artificielles. Elle a précisé qu'elle ne voulait pas me culpabiliser, mais qu'il fallait que nous prenions bien la mesure des dégâts pour appuyer notre demande d'ordonnance restrictive. Honnêtement, voir ces chiffres m'a permis de me sentir moins coupable à l'idée d'engager une procédure contre ma propre sœur. 2 jours plus tard, la mère de Ricin m'a appelée en larmes. Ma sœur les avait interpellés au supermarché, le visage encore plus crispé que d'habitude, débitant un flot de reproches sur la tradition de l'ordre de naissance. Elle les avait suivis sur 3 rayons, répétant que je lui avais volé son avenir en me mariant la première, ses paroles devenant confuses, accentuées par sa paralysie faciale, alors que les autres clients les observaient. Le père de Ricin a tenté de s'éloigner, mais elle s'est agrippée à son chariot, hurlant qu'il devait comprendre ce que leur fils avait fait en m'épousant hors de l'ordre. Les agents de sécurité ont dû la raccompagner dehors, tandis qu'elle criait à l'injustice des Benjamins qui ruinent la vie de leurs aînés, et les parents de Ricin sont allés directement porter plainte au commissariat. L'agent qui les a reçus a assuré qu'il ajouterait leur déclaration à notre dossier, déjà bien fourni, et c'est là que les parents de Ricin ont vraiment réalisé qu'il ne s'agissait plus d'une simple histoire de famille, mais d'un vrai danger. Winston m'a appelé le lendemain pour m'apprendre que ma sœur avait tenté de déposer une nouvelle plainte civile, cette fois pour atteinte à un avantage économique potentiel, prétendant que mon mariage avait compromis ses chances de trouver un mari. Le greffier a immédiatement rejeté la demande, faute de fondement juridique. Mais ma sœur a campé 40 minutes au guichet à disserter sur les droits constitutionnels et une soi-disant jurisprudence sur l'ordre de naissance. Winston m'a dit que tout cela montrait à quel point elle était désespérée, prête à tout pour reprendre le contrôle de ma vie par tous les moyens, même les plus absurdes. L'audience pour l'ordonnance restrictive était fixée au jeudi matin, et j'ai passé la nuit blanche à répéter ce que j'allais dire au juge pour expliquer pourquoi il me fallait une protection contre ma propre sœur. Ricin nous a conduits tôt au tribunal, mais au moment où notre dossier a été appelé, seule la voix du greffier a résonné dans la salle vide. Ma sœur n'est pas venue. Son avocat était là, visiblement mal à l'aise, expliquant qu'il avait tenté de la joindre à plusieurs reprises, en vain, et le juge a accordé un report pour lui laisser une dernière chance de se présenter. J'étais folle de rage. J'avais envie de crier, mais Winston m'a rassurée en disant que ça jouait en notre faveur, car cela démontrait qu'elle fuyait ses responsabilités. Le vendredi soir, en rentrant du restaurant, nous avons découvert un paquet posé devant notre porte, sans aucune étiquette d'expédition ni adresse de retour, simplement déposé là avec soin. Ricin voulait appeler la police sur le champ, mais j'ai tout de suite reconnu l'écriture tremblante de ma sœur sur l'étiquette, où elle avait écrit souvenir de mariage. À l'intérieur, se trouvait un album de mariage que je n'avais jamais vu, rempli de nos photos officielles, mais sur chacune, mon visage avait été soigneusement gratté avec un objet tranchant, laissant des trous béants là où j'aurais dû apparaître. Certaines photos portaient aussi des mots gravés, voleuse sur ma robe de mariée, égoïste sur la photo de la découpe du gâteau, détruite sur celle où Ricin et moi dansons. Cette nuit-là, Ricin a installé des détecteurs de mouvement et 3 nouvelles caméras couvrant chaque angle de la porte d'entrée et de l'allée. Dès la nuit suivante, les caméras ont tout filmé. À 3 heures du matin, ma sœur s'est glissée dans l'allée, une bombe de peinture rouge à la main. Tout de noir vêtu, son visage était parfaitement reconnaissable, déformé de rage à chaque geste, tandis qu'elle écrivait voleuse en grosses lettres dégoulinantes sur notre boîte aux lettres. Elle a reculé pour admirer ce qu'elle venait de faire, puis, d'un geste assuré,
a inscrit voleuse de mariage sur l'allée et sœur égoïste sur la voiture de Rison, juste avant que le projecteur à détection de mouvement ne s'allume et qu'elle ne prenne ses jambes à son cou. On a téléchargé les images aussitôt et Rison les a portées à la police sur une clé USB, pendant que je restais assise en cuisine, les mains tremblantes. L'agent nous a expliqué qu'il s'agissait de vandalisme, une infraction passible de poursuite, et que tout serait ajouté à notre dossier. Le lundi suivant, au travail, les ressources humaines m'ont convoqué à nouveau, mais cette fois pour m'annoncer une bonne nouvelle. Après avoir examiné la situation, ils souhaitaient m'offrir un accompagnement supplémentaire via le programme d'aide aux employés. Blair m'a accompagné à l'entretien pour me soutenir, avec un classeur impeccablement organisé, rempli de notes, de dates, d'heures et de captures d'écran soigneusement classées. Au fil de cette épreuve, elle est devenue une amie inattendue, prenant de mes nouvelles tous les jours, m'aidant à garder la tête hors de l'eau, alors que mon esprit repartait sans cesse vers mes soucis familiaux. L'audience pour l'ordonnance d'éloignement définitive a enfin eu lieu 2 semaines plus tard, et cette fois, ma sœur était présente. Elle avait l'air plus mal que jamais, les cheveux repoussant de façon irrégulière, le visage tordu par des tics nerveux. J'ai raconté tout le harcèlement tandis que Winston présentait nos preuves, les mails aux prestataires, les vidéos du vandalisme, l'album de mariage détérioré, les rapports de police pour chaque incident. Le juge a étudié chaque élément avec attention avant d'accorder une ordonnance d'éloignement provisoire, assortie de conditions strictes. Ma sœur n'avait plus le droit de s'approcher à moins de 500 pieds de nous, de chez nous ou de nos lieux de travail, ni d'entrer en contact, même de manière détournée. Ma sœur s'est effondrée en larmes, mais seul un œil se fermait, la rendant encore plus troublante alors qu'elle se plaignait de l'injustice et de la question de l'ordre de naissance, mais le juge l'a prévenue que toute violation entraînerait immédiatement une arrestation. Le soir même, elle a publié partout sur les réseaux sociaux qu'elle était réduite au silence par un système corrompu, incapable de comprendre les vraies traditions familiales, en y ajoutant une photo de l'ordonnance. Quelques heures plus tard, j'ai reçu une avalanche de messages anonymes et haineux sur ma boîte mail professionnelle, mes comptes réseaux ayant tous été supprimés, me traitant de sans-cœur, d'égoïste et de bien pire, parce que j'avais osé recourir à la justice contre ma propre sœur. Winston a tout archivé méticuleusement comme autant de violations de l'ordonnance, étoffant le dossier en vue de la prochaine audience, pendant que je tentais tant bien que mal de me projeter vers l'avenir malgré l'acharnement. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner, à n'importe quelle heure, toujours avec des numéros inconnus. À chaque fois, c'était ma mère au bout du fil, utilisant un autre portable pour me reprocher de rendre la situation de ma sœur encore plus pénible par mon entêtement. Laura m'a reçue dans son bureau pour m'apprendre à respirer et m'entraîner à laisser les appels aller sur la messagerie sans les écouter. Mais j'avais beau essayer, mes mains se mettaient à trembler dès qu'un numéro inconnu s'affichait. Les appels arrivaient au bureau, pendant le dîner, en pleine nuit, toujours le même discours. Je détruisais ma sœur en refusant de lever l'ordonnance d'éloignement. 2 jours plus tard, notre propriétaire s'est présenté à la porte avec une pile de documents. Ma sœur avait multiplié les plaintes, nous accusant de trafic de drogue et de fêtes tapageuses chaque soir. Il avait l'air exténué et nous a expliqué qu'il était obligé d'enquêter sur chaque plainte, mais que les vidéos de surveillance la montraient en train de vandaliser notre immeuble à 3 heures du matin. Il lui interdisait donc définitivement l'accès à la résidence. Il nous a remis une lettre officielle, dont des copies avaient déjà été envoyées à la police pour notre dossier. Cette même semaine, Winston m'a appelé pour m'annoncer que le procureur lançait une procédure pénale pour effraction dans la salle de réception, grâce à toutes les preuves réunies par Raina. L'huissier a retrouvé ma sœur chez mes parents et, pendant la remise des documents, ses tics étaient si violents qu'elle ne parvenait même plus à parler, se contentant de bruits incompréhensibles alors que son visage se crispait. Winston a passé 3 jours à éplucher nos relevés téléphoniques et a découvert plus de 400 tentatives d'appels bloqués depuis le numéro de ma sœur en seulement 2 semaines, ainsi que 200 autres appels provenant de téléphones prépayés qu'elle avait achetés. Il a tout classé dans un classeur, avec des intercalaires pour chaque type de violation, des horaires surlignés en jaune et une synthèse pour montrer l'escalade. L'audience pour l'ordonnance définitive a eu lieu un jeudi matin. J'ai enfilé une tenue sobre et répété mon témoignage dans la voiture. Ma sœur est arrivée, plus mal en point que jamais, les cheveux toujours en bataille, le visage tressaillant au point que les gens s'écartaient sur son passage dans le couloir. J'ai témoigné pendant 20 minutes du harcèlement, du vandalisme, des appels incessants, de la campagne sur les réseaux sociaux, pendant que Winston présentait chaque preuve avec méthode. Ma sœur a tenté d'intervenir, mais ses propos étaient incohérents et le juge a dû lui demander de se rasseoir à plusieurs reprises. Après de longues minutes qui m'ont paru interminables, le juge a finalement prononcé une ordonnance d'éloignement de 2 ans, assortie de conditions strictes, dont l'interdiction de tout contact indirect, en la prévenant qu'au moindre manquement, ce serait la prison. À la sortie du tribunal, je suis restée 10 minutes dans la voiture à reprendre mon souffle, la main de Rison dans la mienne, et j'ai réalisé que je vivais les épaules crispées depuis des mois. De retour à l'appartement, je me suis laissée tomber sur le canapé pendant que Rison préparait du thé, et pour la première fois depuis le mariage, j'ai senti le nœud qui m'oppressait le ventre commencer à se relâcher. Ce soulagement n'a duré qu'une journée, jusqu'à ce que ma mère publie sur Facebook qu'elle soutenait ma sœur parce que la vraie famille se serre les coudes quoi qu'il arrive, annonçant à tout le monde qu'elle la choisissait, elle, plutôt que moi. J'ai bloqué ma mère sur tous les réseaux sociaux, les larmes coulant sur mes joues, en deuil non pas de la mère que j'avais eue, mais de celle dont j'aurais eu besoin,
et que je n'aurai jamais. 3 nuits plus tard, on a enfin eu ce dîner tant attendu avec les amis qui avaient vraiment célébré notre mariage. On n'était que 6 dans un petit restaurant tranquille où personne ne connaissait notre histoire. Ils ont prononcé quelques mots sur l'amour, le courage et notre combat pour le bonheur. Et, assise là, la main de Rissen dans la mienne, j'ai eu, pour la première fois depuis notre mariage, la sensation d'être vraiment mariée. Sur le chemin du retour, Rissen a proposé qu'on commence à regarder des appartements dans le quartier voisin, histoire d'éviter de tomber sur ma famille au supermarché. Une part de moi avait envie de refuser, de tenir bon et de ne pas leur laisser le dernier mot, mais je savais bien que la paix valait mieux que l'orgueil. Alors j'ai passé la soirée à faire défiler les annonces sur mon téléphone. Après l'ordonnance d'éloignement, le harcèlement a pris une autre forme, des lettres anonymes, toutes les quelques semaines, sans expéditeur mais écrites de la main de ma sœur, si reconnaissable à travers l'enveloppe. On signalait chaque lettre à la police, qu'on ajoutait au dossier qui prenait de l'ampleur, preuve après preuve, en attendant le prochain dérapage. Et bien sûr, 3 semaines plus tard, ma sœur s'est fait arrêter devant notre immeuble à 2h du matin, surprise en train d'essayer de forcer notre boîte aux lettres avec un tournevis. La police l'a embarquée, mais elle a été relâchée avec un simple avertissement, sous prétexte qu'elle s'était trompée de boîte, alors même qu'elle habitait à l'autre bout de la ville. Cet avertissement ne l'a pas dissuadée. 2 semaines plus tard, elle est revenue, prise sur le fait par notre voisin qui, en la voyant rôder devant notre porte à minuit, a appelé la police. Chaque incident était soigneusement documenté, photographié, classé dans un dossier devenu si épais qu'il a fallu en démarrer un deuxième, preuve d'un harcèlement sans relâche, malgré les décisions de justice et les arrestations. 2 semaines plus tard, le procureur m'a appelé pour m'annoncer que ma sœur avait accepté un accord. Elle plaiderait coupable pour l'effraction dans la salle de réception, écopant de 6 mois de probation et d'un suivi psychologique obligatoire au lieu de la prison. Je suis restée assise à la table de la cuisine, le téléphone à la main, pendant qu'il m'expliquait les conditions qu'elle devrait respecter. Reina m'a appelé juste après pour prendre de mes nouvelles et a dit qu'elle espérait que ma sœur trouverait enfin une vraie aide, même si elle doutait qu'on puisse changer quand on est allé aussi loin dans la dérive. Rissen m'a caressé le dos pendant que j'essayais d'encaisser la nouvelle. Ni lui ni moi ne savions si l'approbation suffirait, mais on était bien trop fatigués pour exiger davantage. Le lendemain matin, je suis allée au supermarché pour acheter du lait et des œufs, et j'y ai aperçu la voiture de ma sœur sur le parking. Mon cœur s'est serré en la voyant par la vitre, près des fruits et légumes. J'ai reculé à pas feutrés et suis partie dans un magasin à 10 minutes de là. J'avais les mains qui tremblaient sur le volant tout le trajet, mais j'étais fière de moi d'avoir préféré partir plutôt que d'entrer malgré tout. Cette semaine-là, au travail, Blair m'a prise à part après mon entretien annuel avec notre chef. Elle m'a annoncé que j'avais eu une excellente évaluation, malgré tout ce qui s'était passé, et que mes collègues respectaient la façon dont j'avais géré la situation. J'avais tellement eu peur pour ma réputation que j'en ai eu les larmes aux yeux. Blair m'a serré l'épaule et m'a assuré que j'étais en train de me reconstruire, plus forte qu'avant. Ce week-end-là, Samir est passé chez nous avec un trousseau de clés à la main. Il nous a expliqué que lui et sa femme avaient une petite dépendance derrière leur maison, vide depuis quelque temps, et proposèrent de nous la prêter en attendant qu'on trouve un nouveau logement, histoire de nous soulager de la pression du bail. Rissen et moi nous sommes regardés et j'ai fondu en larmes, soulagée à l'idée d'avoir enfin un endroit sûr, même provisoire, pour réfléchir à la suite. On a commencé à faire les cartons le soir même, emballant la vaisselle dans du papier journal, triant les placards. 3 jours plus tard, on s'installait dans la dépendance de Samir, un petit espace propre avec une entrée indépendante et un jardinet. C'est là qu'on a repris nos recherches, cette fois dans des quartiers plus tranquilles, loin de ma famille. Après 2 semaines, on a trouvé l'appartement parfait. 2 pièces au 3e étage d'un immeuble sécurisé. Le propriétaire a vérifié notre dossier et nos références pendant qu'on patientait dans le hall, et quand il est revenu avec le bail à faire signer, ma main tremblait en écrivant mon nom. Rissen a signé à son tour et on a reçu les clés aussitôt. Cette fois, transporter les cartons jusque dans notre nouvel appartement avait une saveur particulière. Chaque aller-retour dans l'escalier nous éloignait un peu plus du chaos. On a pris le temps de déballer dans la semaine, d'installer la cuisine, d'accrocher des photos sur les murs. Le jour du déménagement définitif, une lettre est arrivée, reconnaissable à l'écriture de ma mère. Je l'ai ouverte dans la dépendance vide, pendant que Rissen chargeait les derniers cartons dans le camion. 3 pages d'une écriture oscillant entre l'amour et le reproche, m'accusant d'avoir brisé la famille en choisissant Rissen plutôt que le sang. Elle disait qu'elle m'aimerait toujours, mais qu'elle ne pourrait jamais me pardonner ce que j'avais fait à ma sœur, à son visage, à son avenir. J'ai lu la lettre d'une traite, puis je l'ai soigneusement pliée et rangée dans le classeur d'épreuves, avec toutes les autres. Rissen m'a trouvée assise par terre, il m'a aidé à me relever sans rien demander, parce qu'il savait déjà. Nous avons pris la route vers notre nouvel appartement en silence, tous les deux conscients qu'il s'agissait là de la vraie rupture avec ma famille. 3 mois se sont écoulés dans notre nouveau chez nous avant que je réalise que j'avais enfin réussi à dormir une nuit entière sans paniquer. Ce matin-là, je suis restée allongée, les yeux fixés au plafond, stupéfaite d'avoir enfin dormi 8 heures d'affilée. Le visage crispé de ma sœur revenait encore parfois dans mes rêves, mais Laura, en thérapie, m'avait appris à me répéter que ses choix lui appartenaient et que je n'étais pas responsable. L'accident électrique était arrivé parce qu'elle s'était introduite par effraction, pas parce que je m'étais mariée avant elle. J'avais commencé à le croire un peu plus chaque semaine, même si certaines journées restaient plus difficiles.
Rissan l'avait remarqué aussi, disant que j'avais l'air plus légère, comme si je m'étais enfin débarrassée de tout ce poids que je portais. Un samedi après-midi, nous avons décidé de ressortir enfin nos photos de mariage, restées dans une boîte depuis la cérémonie. Nous avons étalé toutes les photos sur le tapis du salon, des centaines de clichés censés immortaliser le plus beau jour de notre vie. La plupart me montraient avec un sourire un peu crispé, ou Rissan l'air soucieux, le stress se lisant sur nos visages malgré les efforts du photographe. On a pris le temps de les passer en revue, en mettant de côté celles où les chaises vides rappelaient cruellement l'absence de ma famille. Puis Rissan a attrapé une photo prise pendant la réception, celle où on éclate franchement de rire tous les deux à une blague de Samir pendant son toast. Pour une fois, nos visages étaient détendus, heureux, comme si le temps s'était arrêté, une bulle de bonheur au milieu de tout ce tumulte. Cet après-midi-là, on est allé acheter un cadre noir tout simple et on l'a accroché dans le salon, histoire de se souvenir de ce moment de joie qu'on a eu tant de mal à préserver. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette petite histoire aura mis un peu de soleil dans votre journée. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez revenir partager d'autres instants comme celui-ci.